Bonsoir, Mélanie Lorrain et je suis la superviseure des services francophones ici à Autisme Ontario. J'aimerais commencer à vous présenter la présentation Mieux définir et comprendre ce qu'est un plan d'enseignement individualisé et un CIPR, Comité d'identification de placement et de révision. Voici la mise en garde et la déclaration. L'opinion exprimées dans ce webinaire sont celles des présentateurs, présentatrices et ne reflètent pas nécessairement celles d'Autisme Ontario. Prenez note qu'Autisme Ontario ne donne son appui à aucun produit, thérapie, traitement, stratégie, opinion, service ou individu en particulier. Nous appuyons cependant votre droit à l'information. À nos yeux, il est très important que vous fassiez vos propres recherches afin de prendre vous-même des décisions éclairées. Déclaration sur le choix du langage. J'aimerais également dire quelques mots sur le choix du langage employé durant cette présentation. L'autisme a une signification différente pour chacun. Les professionnels de la santé, les chercheurs et les fournisseurs de soins peuvent utiliser un terme alors qu'une personne autiste ou sa famille emploiera un autre terme pour se désigner elle-même ou pour désigner un membre de sa famille. Les différents termes que vous entendrez pour décrire l'autisme correspondent soit à une perspective axée sur la personne d'abord, personne qui vit avec l'autisme, soit à une perspective centrée sur l'identité personne autiste. Le langage axé sur la personne reflète l'idée selon laquelle l'autisme peut être séparé de la personne et ne le définit pas, comme les expressions personne avec autisme, tandis que le langage axé sur l'identité reflète la conviction que l'autisme est une partie importante de l'identité d'une personne et ne peut en être séparé. Pour respecter ces deux préférences, nous utiliserons indifféremment l'un ou l'autre terme tout au long de ce webinaire et nous respecterons également toute désignation que vous préférez personnellement. Vous trouverez dans la section ressources plus d'informations concernant la déclaration d'Autisme Ontario sur le choix du langage. Nous vous rappellerons qu'au cours de cette présentation, nous ne pourrons pas répondre aux questions concernant spécifiquement votre enfant ou une personne avec laquelle vous travaillez ou que vous connaissez. Nous discuterons de stratégies générales et ou d'activités où nous vous indiquerons où trouver des informations supplémentaires et d'autres professionnels que vous pourriez consulter à des fins de suivi. Pendant la présentation, vous pouvez soumettre vos questions dans la boîte de discussion et Anne les répondra pendant la période de questions. J'aimerais maintenant vous présenter notre présentatrice de ce soir, Madame Anne Danielle Gingras. Bonjour Anne. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Ça va bien, merci d'être ici avec nous ce soir. Nous avons eu des petits problèmes techniques. Nous sommes live en ligne maintenant. Donc, j'aimerais que tu te présentes et puis tu peux prendre le contrôle de ta présentation. Merci encore, Anne. Merci. Alors, c'est ça, je vais avancer ici. Oh mon Dieu, c'est ma photo. Alors, bonsoir tout le monde. Je me présente, je suis Anne-Danielle Gingras. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une enseignante au Conseil scolaire catholique Franco-Nord. Présentement, j'enseigne les arts visuels. J'ai été longtemps personne accompagnatrice pour les personnes qui avaient de l'autisme. J'ai travaillé aussi au sein du conseil comme personne pour faire la mise en œuvre des PEI. J'ai été enseignante ressources pendant plusieurs années à plusieurs carrefours et puis au sein d'une école secondaire. Et puis de même, je suis la mère d'un enfant, un jeune adulte maintenant de 31 ans qui est aussi autiste. Alors, c'est un monde que l'on connaît bien, le monde des CIPR et des PEI. Alors, lorsque Mélodie m'a invitée à présenter ce que c'était un PEI et un CIPR, j'ai tout de suite accepté et je vais vous expliquer le pourquoi. Comme enseignante, je connais bien l'importance d'avoir un bon PEI pour
On me dit que je dois prendre le contrôle, alors voici, je le prends. Ah ah! Alors voici. Je pense que ça fonctionne. J'ai regardé dans le chat. Merci, madame Mélanie. Alors, c'est ça, comme enseignante, je sais que c'est important d'avoir un bon pays pour bien appuyer nos enfants, nos élèves. Mais comme parents, c'est un peu difficile, surtout lorsqu'on commence à naviguer dans le domaine de l'enfance en difficulté. Alors, ce que j'ai pensé faire ce soir, c'est que j'étais pour, tout d'abord, vous faire un bref survol de ce qu'était un CIPR et un PEI. Alors, avant d'aller plus loin, je veux vous dire que comme ce sont des documents et des choses qui sont vraiment techniques, c'est des choses qui sont aussi au niveau de la législation, au niveau des lois. Mes diapos euh, contiennent de l'information qui sont tirées directement du site du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Alors, ça peut être difficile de choisir l'information qui est pertinente, puis qu'est-ce qu'on doit savoir. Moi, je vous invite toujours, hein, après la présentation, s'il y a des choses qui vous tracassent ou des choses que vous aimeriez en savoir plus, d'aller lire par vous-même après l'information qu'on aura partagée ensemble. Et puis, si vous avez des questions, de vous adresser, et ce, sans gêne, hein, aux personnes ressources en enfance en difficulté au sein de votre conseil ou même l'enseignante ressource de votre enfant. Alors, souvent, il y a des questions qu'on n'aime pas poser parce qu'on se dit, ben, je ne veux pas avoir l'air comme si je ne connais pas mes choses. Mais lorsqu'on arrive à devoir travailler et revendiquer pour les besoins de nos élèves ou de nos enfants, c'est important de connaître les choses importantes qui sont par rapport au CEPR et au PEI. Alors, je vous rappelle que si vous êtes en ligne avec nous ce soir et puis vous n'êtes pas de la province de l'Ontario, ça se pourrait. Ce soir, je m'adresse simplement et tout à fait par rapport aux logistiques et aux lois province de l'Ontario. Ça se ressemble dans d'autres provinces, mais c'est toujours bon de faire un survol de qu'est-ce qui se fait au niveau de votre province et ensuite au niveau de votre conseil. Alors, moi, je présente l'information et puis s'il y a des choses à clarifier, bien, vous pouvez toujours faire, hein, le point avec vos personnes ressources. Je vous invite aussi, si vous avez des questions, à me les envoyer, puis je pourrai voir qu'est-ce que je peux faire pour les répondre de mon mieux ensuite. Alors, la première chose qu'il faut se souvenir, c'est que comme parents, Hem, il nous en revient souvent de faire la revendication des besoins et des droits de nos élèves pour lequel on va rédiger le PUI. Alors, un PUI, c'est un plan d'enseignement individualisé qui va être fait simplement selon les besoins de votre enfant. Alors, ce soir, je pourrais parler des élèves, mais parce qu'on est plutôt entre parents et tout ça, je vais dire votre enfant. Alors, ne jamais oublier que c'est un travail en commun. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé un peu, hem, dans l'aventure des PEI, je me sentais comme si j'étais en silo, puis que le monde tombait sur mes épaules, alors que c'était faux. Simple conversation avec notre enseignante ressource, notre enseignante de salle de classe, ça peut commencer une bonne discussion, un bon dialogue. Et puis, c'est important d'avoir un travail en commun entre les parents, le personnel scolaire, les membres de la communauté, s'il y a des agences extérieures qui sont impliquées, parce qu'à un moment donné, ils vont être impliqués dans le processus et je vais vous expliquer un peu plus en détail dans quelques diapos. Alors, comme parents ou personne responsable de l'enfant ou de l'élève, nous sommes le porte-parole des forces et des besoins de notre enfant. Nous sommes souvent les personnes qui connaissent, hein, le plus notre enfant. Parce que un enfant qui a de l'autisme, qui vit avec de l'autisme, peut être d'une certaine façon à la maison et agir d'une façon totalement différente à l'école. Du moins, c'était pour mon fils qui se passait, puis plusieurs de mes anciens élèves. Alors, c'est important de pouvoir avoir cette discussion pour dire, c'est drôle, dans ce moment-là, il fait ci, mais quand il est ailleurs, il fait ça. Une communication ouverte, hein, entre toutes les personnes d'une équipe, c'est important pour le bien-être et la croissance académique et affective. Alors, souvent, on va penser à l'académique de notre enfant et dire, oh, il doit apprendre à lire, écrire, tout ça. Mais n'oubliez pas qu'il y a toutes les habiletés socio-culturelles, les habiletés sociales, les habiletés interpersonnelles, le curriculum non écrit. Ce sont des choses qu'on doit quand même bien connaître pour pouvoir ajouter à notre PUI.
Mais avant de commencer à parler du PEI, je vais vous parler d'un CIPR. Ouf! Je me souviens, hein, quand j'ai commencé à parler de CIPR avec ma famille, c'était un monde inconnu, c'est quelque chose qui était stressant pour moi. Et à un moment donné, comme personne ressource en charge des CIPR pour mes amis qui avaient de l'autisme, j'ai vu rapidement que c'était source de confusion pour plusieurs parents. Alors, je vous l'explique un peu simplement ce soir. Encore une fois, toute l'information va se trouver à la fin de la présentation. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour aller lire en plus grand détail si jamais vous avez des questions. Alors, votre enfant reçoit une évaluation provenant d'une professionnelle. Alors, on peut parler d'une évaluation psychoéducationnelle, psychologique. C'est quelqu'un qui fait une évaluation à votre enfant, avec votre enfant, qui va poser des questions et puis qu'à un moment donné, va écrire un rapport. Et puis qui va partager les données par rapport à certaines habiletés, soit en lecture, en écriture, au niveau social, au niveau des mathématiques, au niveau de tout ça. Et puis, on se retrouve souvent avec un gros rapport de, je sais pas, vingtaine de pages. Et puis, dans ce document, nous avons souvent un type d'anomalie. C'est un mot qui devrait changer puis qui va peut-être changer avec les prochaines années, mais quel type de difficulté et de force a votre enfant et quels sont les appuis recommandés qu'on devrait lui apporter? C'est à ce moment-là qu'il vous en revient, comme parent ou comme personne responsable d'un élève ou d'un enfant, d'apporter ce document, hein, une copie de la présentation du rapport, soit à vos directions ou aux personnes ressources. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on peut convoquer, alors on peut demander une rencontre du comité CIPR. Alors, un comité CIPR, c'est tout simplement, c'est un acronyme, c'est un comité d'identification. Alors, on va regarder les forces et les besoins de votre enfant ou de l'élève. Ensuite, on va le placer, soit en salle de classe régulière, on va peut-être faire un retrait partiel avec une enseignante ressource, on va peut-être le placer au sein d'une classe distincte, comme un genre de carrefour. Tout ça selon les recommandations qu'on trouve dans les données du rapport professionnel. Alors, le comité IPR est un comité, c'est formel. Alors, quand je veux dire formel, c'est pas simplement on se rencontre au métro un dimanche matin, puis on commence à parler d'Anne, et puis qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Non. Un comité formel, ce que c'est qu'on se rencontre à une date donnée, à une heure donnée, et il y a quelqu'un qui prend en note ce qui est discuté. On a chacun notre c'est comme un cercle de discussion, on prend chacun notre tour de parole et puis c'est à ce moment-là qu'on met des notes, puis on les consigne au dossier de votre enfant. Comme ça, si on a besoin d'aller y retourner, faire recours, ça va être là. Alors, c'est formel. On se réunit pour décider si un élève devrait être identifié comme étant en difficulté et si oui, quel placement va mieux répondre à ses besoins. Les conseils scolaires ont tous au moins un comité IPR. Alors, si vous êtes un conseil scolaire à Toronto, à Ottawa, vous faites à Timmins, vous faites à Sudbury, section francophone, anglophone, tous les conseils scolaires ont un comité IPR. Alors, les personnes qui habituellement font partie de ce comité-là, qui viennent du conseil scolaire, on peut avoir la personne qui est la personne ressource au niveau de l'enfance en difficulté pour le conseil. J'ai parfois vu des surintendances s'y rendre. La direction de l'école est présente, l'enseignante ressource est présente et vous pouvez aussi avoir des personnes qui travaillent comme avec votre enfant présents, comme soit votre enseignant ou votre IAS ou votre technicienne en éducation spécialisée. Et, comme de raison, vous allez faire partie du comité IPR. Alors, le comité va comprendre au moins 3 personnes, dont une doit être une direction de l'école ou une agent de supervision du conseil. Alors, dépendant des conseils scolaires, certains conseils envoient certaines personnes, tandis que d'autres envoient d'autres personnes. Alors, ça va d'après les conseils scolaires. Une conseillère scolaire
On va dire que connais quelqu'un qui est un conseiller scolaire pour qui on a voté. Alors, les personnes élues ne peuvent pas être membres d'un CIPR. Alors, c'est quand même intéressant de savoir qui peut faire partie de ce comité-là. Le comité, une fois qu'on se rend compte, décidera si votre enfant doit être identifié comme une ou une élève en difficulté. Alors, on regarde les données du rapport avec vous. Et puis, on passe à travers. Souvent, la personne qui a fait l'évaluation va vous avoir présenté le rapport et vous le comprenez. Mais là, c'est une discussion. Un genre, c'est plus formel. Est-ce qu'on devrait identifier Anne avec un trouble d'apprentissage? Est-ce qu'on devrait identifier Anne avec un trouble du spectre de l'autisme? Alors, c'est un trouble de communication. Alors, on regarde comment on peut placer l'élève ou l'enfant pour mieux le desservir par rapport aux programmes qui sont disponibles dans les écoles et dans les conseils scolaires. Alors, aussi, il y a certaines catégories, puis je ne les ai pas énumérées ici ce soir, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site du MEO. Et puis, toutes les anomalies sont énumérées avec les caractéristiques. Alors, si vous voulez savoir pourquoi on a identifié votre enfant sous une telle catégorie, vous pouvez aller voir qu'est-ce que comprend cette catégorie et puis vous allez savoir. Et puis, encore une fois, le mot anomalie, c'est un mot, 30 ans passés, on discutait de peut-être faire un changement. C'est comme de raison, Mélanie l'a dit, c'est une opinion. Une anomalie, c'est peut-être une différence, et puis c'est juste la façon qu'on fait le processing de l'information à notre cerveau, puis par rapport à notre corps, puis notre façon de voir les choses. Alors, voir anomalie, ça ne veut pas dire que nous sommes anormales. Au contraire, on a surtout des forces. Je vous ai peut-être pas dit, mais moi aussi, je suis autiste. Alors, je suis une personne qui vit avec l'autisme. Alors, notre cerveau peut être un peu différent. Alors, c'est juste d'aller voir qu'est-ce que sont les différentes anomalies. Je vous parlerai à un moment donné, et si j'oublie, je me prends une petite note. J'ai des petits trucs et des petites astuces pour vous par rapport au CIPR, comment ça fonctionne. Je vous parlerai un peu de ceci dans quelques minutes. Puis, alors, c'est le comité CIPR qui prendra la décision ensemble concernant le placement approprié de votre enfant. Alors, je ne veux pas que vous vous inquiétiez puis vous dites, ben c'est déjà quelqu'un qui l'a prédécidé, c'est quelqu'un qui dit ce que je vais devoir faire. Au contraire, on va regarder un peu qu'est-ce qui va se passer après avoir regardé qu'est-ce que c'est un élève ou une élève en difficulté. Alors, la loi sur l'éducation est très spécifique par rapport à ceci. Alors, la loi sur l'éducation va définir l'élève comme un élève atteint d'anomalies de comportement ou de communication d'ordre intellectuel ou aussi d'ordre physique. Ça peut être une anomalie multiple. Alors, une anomalie multiple, c'est quand on a 2 ou 3 petites anomalies ensemble. Alors, c'est pas juste de l'autisme. Peut-être qu'on peut avoir de l'autisme avec un trouble physique. On peut peut-être avoir une difficulté d'apprentissage avec de l'autisme. On peut avoir, vous voyez, comme il y a plusieurs petits, ce qu'on appelait nous autres des petits combos. Alors, on peut avoir plusieurs possibilités. Alors, selon les données du rapport, on pourra identifier ce qu'il y en est pour votre enfant ou votre élève. Alors, les élèves sont identifiés en fonction des catégories et des définitions d'anomalies précisées par le ministère de l'Éducation. Alors, c'est pas moi qui invente les catégories, c'est pas moi, c'est pas les directions, c'est pas les personnes, c'est pas les conseils, ça sort directement de la loi de l'éducation et ça sort directement du ministère de l'Éducation. Je crois que j'ai sauté. Alors, voici. Qu'est-ce que c'est? Moi, je me mélangeais souvent. C'est quoi un programme d'enfance en difficulté? Bien, encore une fois, il y a des lois hein, pour tous les enfants, pour tous les élèves à travers la province qui disent que on a droit d'avoir certaines façons d'apprendre, on a droit d'avoir nos différences. Un programme d'enfance en difficulté, c'est un programme d'enseignement qui est défini dans la loi sur l'éducation et puis qui va être fondé sur les résultats d'une évaluation continue. Ça va inclure un PEI. Alors, dans le programme d'enfance en difficulté de votre enfant, vous devez avoir un PEI. Et puis, ce PEI devrait être élaboré dans les 30 jours de classe suivant le placement de votre enfant. Alors, si j'ai quelqu'un qui a un comité
on appelle un comité IPR et qu'on a une rencontre et que ma rencontre est, par exemple, le 26 mars et qu'on décide que Anne va avoir un trouble de communication, elle est autiste et voici, on va commencer un PEI. 30 jours ouvrables, après 30 jours, suivant la date de rencontre, vous devriez recevoir dans vos mains une copie du PEI qui a été élaboré. Avant de parler du PEI, on va regarder qui et comment demande-t-on pour une réunion d'un comité IPR. Ça peut être intimidant et je vous dis, s'il vous plaît, pardon, n'ayez pas peur. Vous pouvez demander en tout temps pour une rencontre du comité IPR pour discuter le rapport de votre enfant. Habituellement, il en revient à la direction de votre école de demander une réunion du comité IPR lorsqu'elle le juge nécessaire d'après les données, d'après les rapports, suite à la réception de votre demande par écrit. Alors, si vous dites, vous envoyez un courriel et je vous recommande, comme toute chose, de garder des traces écrites de vos demandes, des appels, ça se perd vite, tandis qu'un courriel, chère Madame Mélanie, j'aimerais avoir une rencontre du comité IPR pour discuter du rapport psychoéducationnel d'Anne. Est-ce qu'il serait possible? Bla, bla, bla. OK? La direction peut faire suivre le cas de votre enfant à un comité IPR si elle le juge nécessaire. Et puis, dans un délai de 15 jours après avoir reçu votre demande, le directeur doit vous remettre un exemplaire d'un guide. Alors, il y a un guide au sein de chaque conseil scolaire qui explique les services d'enfants en difficulté, les différents placements, qu'est-ce que vous pouvez faire, les tribunaux, si vous avez besoin de demander comme une seconde, une tierce opinion et que vous n'êtes pas d'accord avec un comité IPR. Vous pouvez en tout temps demander une rencontre du comité IPR et c'est correct. Il suffit de trouver le courage et de vous souvenir que vous êtes la voix première pour la revendication des droits et des besoins de votre enfant. Alors, si je parle beaucoup, n'oubliez pas de m'envoyer des questions au fur et à mesure et à la fin, je pourrai y revenir. Alors, des notes importantes au sujet du comité IPR. Alors, le comité qui se rencontre, ça vient d'après ce comité, ce qui va en sortir, et je vais le voir, il va y avoir un rapport qui va sortir. Quand ça va être terminé, vous allez voir qui était présent, quelles étaient les données, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les forces de votre enfant, quels sont les besoins de votre enfant. Ensuite, vous pouvez signer si vous êtes d'accord avec le placement. C'est d'après ce document que les enseignants ressources et les personnes ressources dans vos conseils scolaires, c'est la documentation qu'on prend pour débuter le PEI de votre enfant. Mais avant d'y arriver, on va regarder les notes importantes au sujet du CIPR. Alors, le règlement 180-98, c'est un chiffre que vous devriez retenir. Si vous avez le temps, vous n'avez rien à faire, petite lecture de chevet, hein, allez sur le site du ministère et lisez bien ce que dit le règlement 181-98. Ça permet aux parents et aux élèves d'au moins 16 ans d'être présents lors des comités IPR. Moi, j'invitais toujours mes élèves, on parle de toi, viens, écoute, et si tu as quelque chose à ajouter, s'il vous plaît, il s'agit de toi, c'est ton plan à toi. Alors, viens discuter de tes besoins. Alors, toute personne, aux parents, aux élèves d'au moins 16 ans, ont droit de participer à toutes les réunions du comité et de participer à toutes les discussions. Lorsque le comité aussi peut prendre une décision par rapport à l'identification et le placement, les parents et l'enfant âgé de 16 ans ont le droit d'être présents. Les personnes qui doivent ou qui peuvent, important, être présentes à la rencontre du comité IPR sont la direction, l'enseignante ressource de l'école, un représentant du conseil scolaire, alors la personne ressource du EED, peut-être une surintendance dépendant des conseils, des personnes ressources qui peuvent apporter hein, des informations, des renseignements par rapport à votre enfant. Et puis, très important que vous sachiez que vous avez le droit de demander la présence de quelqu'un qui vous représente et qui revendique les besoins de votre enfant à cette rencontre IPR. Je vous parle comme parent, grosse parenthèse,
Quand mon fils avait 4 ans et 5 ans, c'était très intimidant pour moi. J'étais encore toute jeune, j'étais dans mes vingtaines, puis je ne me connaissais pas vraiment par rapport à la terminologie, à comment fonctionner. Alors, j'avais quelqu'un qui était, qui faisait partie de notre communauté, qui travaillait avec des centres de counseling, qui m'accompagnait pour aller aux rencontres. Et lorsque je venais souvent émue, parce que ça l'arrive, lorsqu'on parle de nos enfants et des personnes que l'on aime et qu'on est obligé de revendiquer, ça peut devenir un moment très émotif et puis on peut oublier ce qu'on veut dire. Alors, la personne qui revendique pour nous, ça peut être une personne, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la communauté, ça peut être notre époux, notre conjoint. C'est toujours bon de venir accompagner pour avoir quelqu'un qui discute pour nous si jamais nous ne trouvons pas les mots. Alors, un petit peu, c'est un peu en grosso modo, ce qu'est un comité IPR. Je pourrais vous donner une présentation d'une semaine sur tout ce qu'on appelle en anglais les ins et les outs, mais ce qui est important, c'est vraiment ce que je vous ai partagé. Et puis, vous pouvez faire des lectures supplémentaires ou même à la fin, vous allez avoir mon courriel. Vous pouvez m'envoyer un courriel si vous le désirez. Alors, j'aimerais que aussi, on se parle de qu'est-ce qui est important. À la fin de la rencontre du CIPR, on va vous donner un énoncé. Alors, comme je vous ai dit, c'est le formulaire qui va avoir le nom, la date, la rencontre, tout ce qui a été dit. Ceci va identifier votre enfant avec un besoin particulier. Si vous êtes d'accord avec ceci, vous allez avoir l'identification, la description de ses points forts et de ses besoins, la décision en matière de son placement et les recommandations des services et les raisons pour lesquelles on vous dit que un tel placement est requis. Si vous êtes d'accord, vous signez et un PEI va être préparé pour votre enfant dans un délai de 30 jours. Si vous n'êtes pas d'accord, ça se pourrait, parce qu'il y a toujours des petites choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Des fois, on vous dit, est-ce que vous pouvez signer? Si vous n'êtes pas certain de quelque chose, ne signez pas tout de suite. Demandez, est-ce que je peux apporter la copie? Songez, faire mes recherches et vous revenir. Et c'est tout à fait acceptable. Tu sais, l'expression anglaise, sleep on it, des fois, un petit 24 heures, ça peut faire du bien juste pour digérer un peu ce qui a été dit. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez demander une deuxième rencontre dans un délai de 15 jours. Alors, il y a plusieurs délais, des 10 jours, des 15 jours. C'est à souligner et à mettre sur votre calendrier. Moi, je le faisais toujours avec mon petit highlighter. Oh, j'ai 15 jours. Est-ce que. Parce que des fois, on oublie. Alors, des alarmes, même sur notre téléphone, peuvent nous aider à prendre compte des dates, surtout quand ça arrive à des délais qui sont légaux. Alors, si vous pouvez faire appel à un processus d'appel si vous n'êtes pas d'accord, et puis le site de vos conseils scolaires va vous dire si jamais vous n'êtes pas d'accord avec la décision d'un comité IPR, vous pouvez faire appel et voici comment procéder et c'est étape par étape, on vous dit comment procéder. Ouh, c'est lourd, hein? Présenter tout ça dans 45 minutes, alors je vous en dis beaucoup, mais alors le PUI de votre enfant. Premièrement, on va se parler franchement, on va se parler je vais vous parler comme enseignante ressource, comme personne, qui a eu un enfant avec un PUI. Enfin, mes 2 enfants ont eu des PUI et puis j'entends souvent des parents me dire: «Oh mon Dieu, je ne veux pas que ça devienne une béquille». Je peux vous dire comme enseignante et comme maman qu'un PUI, ce n'est pas une béquille, c'est en fait un outil et puis je le compare souvent, si tu avais une blessure à la jambe et que tu devais avoir des béquilles ou que tu devais avoir accès à une chaise roulante en cas de besoin, est-ce que tu empêcherais ton enfant ou ton élève d'en avoir un? Et souvent, on dit non. Alors, je dis bien, c'est la même chose pour un PUI. Un PEI, c'est simplement un plan d'enseignement individualisé. On va aller voir ce dont l'enfant a besoin et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'appuyer. Alors, dans le PEI, c'est un plan qui décrit qu'est-ce que sont les points forts et les besoins de l'élève et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour y aider à développer ses pleines capacités et de démontrer son apprentissage. Alors, dans ce document, puis je vais vous le montrer tantôt, vous allez voir qu'il contient des adaptations
Alors, une adaptation, c'est par hasard, qu'est-ce que je peux faire si, je ne sais pas, les lumières, un environnement est trop, comment baisser les lumières, si le sensoriel est difficile, si le bruit est trop fort et puis que mon enfant qui a de l'autisme doit se couvrir les oreilles, une adaptation, c'est que je peux lui avoir des écouteurs ou je peux lui donner un endroit calme de travail. Alors, c'est qu'est-ce que je peux fournir à ma petite personne pour qu'elle puisse fonctionner mieux dans le monde? Parce que et encore, comme expérience, je suis personne autiste, c'est pas facile de naviguer dans un monde, surtout un domaine scolaire, où il y a du bruit, il y a des sensations, il y a des senteurs, il y a des odeurs, puis en plus de ça, on essaie de le faire apprendre, puis des fois, ça fonctionne pas. Alors, le PUI devient comme notre outil. Alors, c'est un document de travail qui va identifier aussi les attentes d'apprentissage modifiées. Alors, dans le rapport psycho-éducationnel, souvent, on va dire Anne, on va dire que je suis en 8e année et puis qu'on me dit: «J'ai besoin des attentes modifiées», c'est que j'ai peut-être besoin de travailler mon niveau de langage à un niveau de la 5e année. Parce que c'est là que je suis rendue et c'est correct. On a toujours tendance à vouloir: «Ah ben, il est pas comme au même niveau que» chaque personne est différente. Vraiment, chaque élève pourrait avoir un PUI. Moi, comme enseignante, je vois qu'on a des besoins, on a des forces. C'est juste pour appuyer votre élève ou votre enfant. Alors, dans un PUI aussi, on va trouver des attentes différentes. Peut-être que c'est au niveau social, peut-être que c'est au niveau de l'anxiété et du stress. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? C'est quelque chose qu'on ne trouvera pas dans un bulletin académique, mais qu'on va trouver une façon de travailler ces attentes au sein du PUI. Alors, le PEI, ça va être aussi un document qui va contenir des stratégies d'enseignement. Alors, moi, si je reçois dans ma salle de classe, on va dire qu'il s'appelle Petit Jean. Petit Jean m'arrive et puis j'apprends que Petit Jean a un trouble d'apprentissage et qu'il a de l'autisme. Mais je ne connais pas Jean. Et puis, je dois m'assurer que je réponde à ses besoins comme enseignante, puis premièrement comme personne. Alors, si je regarde le PEI, je vais trouver différentes stratégies qui fonctionnent. Et puis, tout de suite, en l'accueillant, je vais savoir que telle ou telle chose fonctionne. Je vais savoir que pour bien connaître le menu du jour, si gens ont besoin que j'indique de façon visuelle au tableau un menu du jour. Je vais savoir que je ne dois pas utiliser des sons qui sont trop forts. C'est un genre do and don't en anglais, de comment je peux aller chercher les forces tout en respectant les besoins de mes élèves. Alors, ça va aussi me donner des méthodes d'évaluation à utiliser pour déterminer si l'élève progresse bien. Alors, dans l'ancien temps, puis là, je vous dis, moi, ça fait 31 ans, j'enseigne, avant, on était capable d'évaluer comment l'enfant progressait avec des tests papier-crayon. Mais vous savez, il y a tellement d'autres façons. Hein. On peut faire des entrevues, on peut faire des observations, on peut faire des podcasts, on peut faire plein de choses pour voir comment procède l'élève et puis s'il progresse bien. C'est aussi important de savoir que le PUI, c'est un document de travail qui est fluide. Fluide qui veut dire, c'est quoi? On essaie quelque chose au début de l'année, on met un PUI en place ou peut-être que votre enfant a été identifié au mois de février et vous avez maintenant un PUI. Identifié à un IPR, comité IPR, maintenant vous avez un PUI. Ce qui est écrit dans le PUI, là, ça change. C'est pas parce que c'est dans un PUI que c'est écrit qu'on a toujours besoin de le suivre. J'ai souvent vu des personnes qui croyaient qu'on faisait un PUI au début de l'année et puis qu'à la fin de l'année, on évaluait le progrès de l'élève selon le même PUI, alors que c'est faux. On peut changer le PUI selon les besoins et les progrès de l'élève, parce que si on met des bonnes stratégies en place, puis qu'elles sont bien notées et conscrites au PUI, l'enfant va faire du progrès. Alors, il s'agit, lorsqu'on va mettre nos attentes, de ne pas mettre quelque chose qui est trop général, mais qui va quand même être atteignable pour l'enfant et puis pour l'enseignant de l'appuyer. Alors, c'est ça. C'est un document de travail fluide qui est élaboré au début de l'année scolaire. Alors, si votre enfant a déjà un PUI au début de l'année scolaire, dans les 30 premiers jours ouvrables,
vous allez recevoir une copie du PEI de votre enfant avec la date, son placement, les attentes que nous avons et des fois, c'est certain que ça va être la même chose que l'an dernier parce qu'en mois de juin, on était rendu une certaine place. Moi, j'aime souvent commencer mes PEI de la même façon qu'on était au mois de juin pour voir où on en a progressé. Puis ensuite, on peut commencer grâce à des consultations, puis on va en parler bientôt, voir qu'est-ce qu'on peut changer ou qu'est-ce qu'on peut ajouter ou enlever. Alors, le PEI, dans tout PEI, puis je vais vous en montrer un bientôt, le PEI comprend un plan de transition. Alors, avant, tous les élèves qui avaient 14 ans et plus devaient avoir un plan de transition. Puis il y avait différents plans de transition, que ce soit d'une école à une autre, c'était peut-être de l'école secondaire à une étude à un endroit post-secondaire, ou c'était peut-être de l'école au travail ou à l'intégration communautaire. Mais maintenant, les plans de transition sont rendus notre outil important pour aider certains de nos élèves à progresser d'une étape à une autre. Surtout lorsqu'on a un TSA, nous savons, nous savons très bien même que les transitions peuvent être difficiles. Alors, au sein du pays, on peut même avoir des transitions qui vont traiter, sais-tu quoi? Mon enfant a de la misère à débarquer de l'autobus, embarquer dans l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, au sein du PEI, à la fin, il y a des plans de transition pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour aider Anne à débarquer de l'autobus le matin et se rendre à l'école. Puis, on va mettre un plan ensemble avec les personnes responsables et on va pouvoir remarquer, observer et noter, inscrire au PEI quels sont les progrès qui ont été faits. C'est important de savoir aussi qu'avant de faire un PEI, comme parent, on doit vous consulter, soit par communication orale ou moi, j'envoyais souvent des formulaires. Est-ce que vous pouvez me compléter ceci? Et puis, par rapport aux questions, j'avais des choses comme, ben moi, j'aimerais vraiment que comme famille, on puisse aller cette année manger à un restaurant, mais on n'est pas capable parce qu'il y a de misère à travailler sa patience. Alors, quand on regarde de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre au PEI, pour aller travailler? Qu'est-ce qui est important au sein de nos familles? C'est votre chance de parler. Parce que l'enfant est à l'école 5 heures, alors que l'enfant, votre élève, va être avec vous toute une vie. Qu'est-ce qui est important pour vous comme parent? Qu'est-ce qui est important comme vous comme famille? Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à aider votre enfant à attendre en ligne parce que vous voulez aller dans un aéroport. Bien, si dans son PEI, on ne l'a pas travaillé au niveau de l'école, puis c'est pas inscrit, on ne pourra pas travailler ces choses. Alors, des consultations ouvertes et honnêtes, hein, honnêtes et authentiques. Essayons d'aller chercher qu'est-ce qui est important au plan académique, mais aussi au niveau affectif. D'accord? Alors, j'ai mis, je ne sais pas si je vais pouvoir, j'ose croire que je vais pouvoir y accéder. J'ai mis un exemple d'un PEI et puis je vais voir si je peux y aller. Moi, ça a l'air que je peux. Alors, ceci, donnez-moi quelques secondes parce que, alors voici, chaque conseil a son propre PEI, son propre format. En général, ça ressemble beaucoup à ceci. Alors, je vais juste y aller rapidement pour vous montrer un peu ce que ça a l'air. Alors, vous voyez qu'il y a la raison pourquoi votre enfant est identifié selon le comité IPR. On a les données de votre enfant. Et ici, si je continue, on a les données d'évaluation. Alors, peut-être que c'est un rapport psychoéducationnel, un rapport orthophonique, un rapport de l'ergothérapeute, peu importe. La date, le résumé des conclusions, est-ce qu'il y a des conditions médicales, oui ou non? Puis est-ce qu'il y a des personnes auxiliaires de la santé qui sont requis? On va mettre oui ou non. Ensuite, on va aller regarder les points forts et les besoins de l'élève. Ceci découle de ce que vous allez trouver dans votre comité IPR. Alors, à un moment donné, pendant la rencontre, on va vous dire, est-ce que ton enfant a des forces et des besoins que tu aimerais qu'on souligne? Alors, c'est ce qu'on va aller mettre ici. OK? Ensuite, puis je sais que je passe très rapidement quand j'enseigne ceci à mes élèves à l'université. On passe un mois, alors j'y vais rapidement. Les matières, les cours ou les programmes auxquels s'applique le PEI. Alors, est-ce qu'il suffit d'une adaptation?
Alors, ça ne change rien au niveau curriculaire, mais c'est juste on a adapté. Une modification, alors on va dire que je suis en 8e année, mais je suis une modification par rapport au programme. Je suis un programme de 4e année ou une attente différente. C'est souvent des attentes sociales ou interpersonnelles. Et puis, est-ce qu'on a des attentes, des exemptions par rapport au programme scolaire? Alors, c'est là qu'on coche. Ensuite, on va aller vous montrer l'élève travaille en vue d'obtenir ceci ou cela. Le format du bulletin. Alors, tout élève en Ontario doit recevoir un bulletin scolaire de l'Ontario et un autre format de bulletin. Des fois, on fait des bulletins adaptés par rapport à ce qu'on a observé si on est dans des carrefours ou dans d'autres situations et on a les dates de remise. Il y a ensuite la section que vous devez vraiment porter attention, c'est la section des adaptations. Alors, une adaptation, c'est qu'est-ce qu'on met en pratique en salle de classe pour appuyer les élèves. Alors, ça peut être au niveau de l'apprentissage académique, alors pédagogique, comment est-ce que je vais faire pour enseigner quelque chose. Environnemental, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'environnement qui peut affecter mes sens. Et puis les adaptations en matière d'évaluation, c'est quand j'évalue l'élève, qu'est-ce que je peux faire? Alors, le temps, l'endroit, peut-être que j'ai des petits morcellements, peut-être j'ai des choses qui ont été modifiées. Ensuite, si mon enfant a de l'équipement individualisé, alors toute électronique devrait être énumérée ici. Alors, assurez-vous que tout est bien énuméré. Si c'est une année d'évaluation provinciale, alors en 3e, 6e et 9e et 10e année, on va aller regarder ceci et on va mettre si on doit reporter ou exempter l'élève, ça va être écrit ici. Puis, plus loin, c'est là qu'on va aller voir les attentes d'apprentissage, les stratégies et les méthodes d'évaluation. Alors, qu'est-ce que je vais, les attentes différentes, qu'est-ce que je veux faire cette année? Comment est-ce que je vais lui enseigner ceci? Puis, c'est beau d'y avoir enseigné ceci, mais comment l'enseignant va faire pour l'évaluer? Alors ça dit exactement par rapport au but annuel ou aux différents buts qu'on a, qu'est-ce qu'on va apprendre, comment on va lui enseigner et comment on va l'évaluer. Alors, vous pouvez, des fois, il y a 1 but, 2 buts. J'ai vu des élèves qui avaient 15 buts. Des fois, les PEI sont épais, mais ce n'est pas cause de panique. Moi, je trouve qu'un PEI trop volumineux, ça peut être intimidant, mais d'un autre côté, c'est quand même concis. Et puis, si on a sur papier, c'est un document légal. L'avoir sur papier, ça veut dire qu'on va le travailler. Alors, vous allez voir que ici, plus loin, il y a le plan de transition. Alors, est-ce que ce sont des mesures à prendre dès maintenant? Alors, si, je ne sais pas, Jean a de la misère à embarquer sur l'autobus, alors c'est tout de suite. Mais si c'est des mesures à prendre plus tard pour le préparer pour le secondaire, puis il est en 8e année, bien, peut-être ça va attendre un peu. Alors, les mesures à prendre, qu'est-ce qu'on va faire? La beauté, hein? Personne responsable, on va nommer qui est responsable. Puis l'échéancier, je vous recommande, pas juste à la fin de l'année 2025. Non, non, non. Demandez un échéancier précis. Sinon, la vie avance, les gens oublient et on se retrouve à des fins de semestre où que les choses n'ont pas été complétées. Alors, c'est dans le plan de transition. Ici, vous allez avoir une liste de toutes les ressources humaines, des personnes qui vous ont offert des services. Alors, ça peut être l'ergothérapeute, l'orthophoniste, travailleuse sociale, ça peut être l'enseignante ressources. Le début où on a commencé à instaurer cette ressource humaine pour appuyer notre élève, combien souvent et comment la fréquence on la voit, alors 1 fois par semaine, 3 fois par semaine pour 1 heure, puis où les services vont être dispensés. Alors, si votre enfant reçoit des services orthophonie ou ergo ou peu importe, ça va être écrit où sont dispensés et puis combien souvent. L'équipe d'élaboration du PEI, alors qui a fait ce PEI-là, qui a composé? Alors, on va avoir les membres du personnel et puis on va avoir souvent l'enseignante ressource et dans certains conseils, on ajoute les parents et puis le rôle va être écrit parents. Quelles sont les informations que nous avons utilisées pour élaborer le PEI? Bien, ça ne tombera pas du ciel, tout ça. Là. On ne peut pas juste inventer des choses.
où on ne devrait pas inventer des choses. Alors, les sources d'information pour l'élaboration du PEI, il va avoir l'énoncé du CIPR dont on a parlé. On peut regarder les résultats du bulletin scolaire. On peut regarder les anciens PEI. On peut avoir parlé aux parents, aux tuteurs de l'enfant. On peut avoir consulté l'élève aussi. Au secondaire, c'est très important que les élèves soient consultés et puis qu'on prenne en considération ce qui est important pour eux puis ce qui fonctionne. Souvent, les élèves, on oublie qu'ils sont importants dans le processus. Puis d'autres sources. Alors, s'il y a d'autres personnes qui vous ont aidé, comme des agences externes, il faut les indiquer ici. La date du placement, alors on va aller cocher et puis on va mettre la date et puis le placement, c'est lorsqu'on place un enfant, on a un rendement, un comité IPR, on est le 26 mars, la date du placement le 26 mars 2024 et ensuite le 30 jours suivant ce placement ici, c'est la date qu'on va inscrire où vous devriez recevoir votre PEI. Ensuite, ici, chaque fois que l'on consulte, que l'on vous consulte, alors j'écris la date, je vous ai consulté pour discuter du rapport d'orthophonie de Jean, les commentaires que vous m'avez donnés et qu'est-ce qui en résulte. Alors, si j'ai des suivis à faire comme enseignante ressource, si vous avez des suivis à faire comme parent, on les indique ici. Certains conseils scolaires exigent que ceci soit très concis. Ça m'est arrivé lorsque je travaillais en Carrefour où qu'à chaque fois j'avais une interaction avec un parent, je décrivais, je commentais, nous avions des résultats. Alors, ceci peut devenir volumineux, ça peut être quotidien, hebdomadaire, une fois par semaine, une fois par mois, tout dépend. Ensuite, le directeur ou la personne qui est responsable du PEI, alors un PEI, un comité IPR, il revient la responsabilité à la direction de l'école de signer et c'est ici qui est important pour vous de dire j'ai été consulté, oui ou non. Si oui, vous cochez. J'ai refusé l'occasion d'être consulté, non. Et j'ai reçu une copie du PEI. Alors, vous cochez si vous avez des commentaires et vous signez. Si votre enfant a 16 ans ou plus, il peut lui aussi signer. Alors, c'est un aperçu très rapide de ce qu'est un PEI, mais ça vous donne une bonne idée de ce que ça contient. Alors, comme je vous disais tantôt, pour les plans de transition, on peut demander un plan de transition d'aller d'un endroit à un autre, d'une année scolaire ou d'un établissement à un autre. OK? Et je vois ma question, je vais y répondre dans une seconde. Je vais vous donner quelques suggestions pratiques avant de vous répondre à ces questions. Je dois vous dire qu'un enfant, pour avoir un PEI, ne doit pas avoir une identification de CIPR. Alors, ça va peut-être répondre à votre question. Je vais y arriver après. Mais un enfant n'a pas nécessairement besoin d'avoir eu un CIPR pour avoir un PEI. Si Jean est dans ma classe, Jean n'a pas eu d'évaluation, mais je pense qu'un PEI, ça lui ferait du bien pour des adaptations par rapport à l'environnement, par rapport aux stratégies que j'utilise pour l'enseigner. On peut tout à fait demander d'avoir un PEI et en fait, c'est recommandé. Ça ne vaut pas la peine d'avoir quelqu'un qui a des difficultés parce qu'on est gêné de demander un PEI. Oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser? C'est bien plus facile d'avoir un PEI, de pouvoir appuyer votre enfant. Et puis, même si ça nous suit en 9e, 10e, 11e, 12e année, les collèges, les universités, souvent, si on a des PEI, ils vont nous donner des adaptations qu'on a besoin pour pouvoir fonctionner au niveau postsecondaire. Alors, c'est juste un petit à côté. Je vais revenir à la question. Alors, mes suggestions avant de quitter, ce serait de garder un dossier électronique des papiers important ou une copie papier des documents de votre enfant. Oui, on les a dans des dossiers, mais imprimés, parce qu'on ne sait jamais. Hein? La techno, on a vu ce que ça faisait ce soir. Ça peut juste faire pouf, ça disparaît. Copie papier, toujours des documents, des PEI, des rapports IPR, des rapports psychoéducationnels, des rapports, peu importe quel rapport, faites-vous un cartable.
ça vaut la peine. Optez pour une communication ouverte et positive par rapport aux besoins de votre enfant. Ça peut être difficile d'avouer ou de dire: «Oui, mon enfant a besoin d'aide», mais en bout de ligne, n'oubliez pas que nous sommes la voix qui revendique ce dont il a ou ce dont elle ou ce dont elle a besoin. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'une communication ouverte et positive s'avère des plus nécessaires. Le travail en équipe. Apprenez à connaître le personnel qui travaille avec votre enfant et suggestion, je vous parle comme enseignant, venez nous voir quand ça va bien aussi. Venez nous dire: «Hey, j'ai remarqué que ça se passe, je suis très contente, je suis très» des fois, quand on trouve des choses positives, puis qu'on a des jasettes ouvertes, authentiques, positives, lorsque vient le temps de travailler des choses un petit peu plus épineuses, c'est plus facile de le faire avec la personne que l'on connaît, avec qui on a eu des discussions. Alors, c'est vraiment ce que je recommande, c'est un travail en équipe. Soyez toujours polis comme parents. Je n'ai pas toujours été, je me suis excusée à maintes fois, mais soyez quand même polis, mais fermes dans vos discussions parce que vous connaissez bien votre enfant, tout en vous souvenant que le CIPR puis le PEI, ça découle des lois provinciales du ministère de l'Éducation. Alors, participez à des webinaires comme ce soir, allez lire davantage, vous informer auprès d'Autisme Ontario. Qu'est-ce que je peux faire pour appuyer mon enfant davantage? Ce sont toutes d'excellentes stratégies que je vous recommande de faire. Aussi, adopter un esprit ouvert, bien que vous connaissez mieux la personne dont il est question. Hein? Mais des fois, on ne peut pas toujours avoir les réponses, on ne peut pas toujours avoir oui quand on met un PUI en place. On veut quelque chose, des fois, ce n'est pas possible. Alors, il faut faire la part des choses, toujours, 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 pour le bien-être de l'élève, de notre enfant. Qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui est possible et comment on va évaluer. Et puis, c'est un peu la présentation que j'avais à vous passer. Alors, j'en suis rendue à des questions, mais avant d'aller aux questions, je vais juste vous montrer, je ne sais pas si Mélanie va mettre disponibles les ressources, mais je vous ai mis qu'il y a certaines ressources de disponibles. Alors, Autisme Ontario, quelle plateforme absolument fantastique et incroyable. Moi, ça fait depuis 30 ans que je m'inspire des ressources et de plus en plus, on a des experts qui viennent nous aider au niveau social, au niveau aucune différence. Si on veut de l'information, Autisme Ontario par rapport à notre enfant peut vous diriger. Alors, s'il y a des choses que vous avez manquées ce soir ou que vous aimeriez reprendre, s'il vous plaît, dirigez-vous sur le site. Il y a aussi le site du ministère de l'Éducation et des parents partenaires en éducation. Puis Mélanie m'indique que les ressources sont sur la plateforme. Alors, vous pouvez les imprimer. Alors, à la fin, vous allez trouver aussi, si jamais ça vous intéresse, j'ai mon courriel professionnel où vous pouvez m'envoyer un message. Bonjour Anne, j'ai été à ta présentation, blablabla. Bla, bla. Et comme de raison, je peux vous offrir des opinions, je peux vous offrir des expériences. Ce n'est pas écrit dans le ROC. Il y a toujours différentes façons de voir les choses, mais quand même, par expérience, je peux peut-être vous expliquer un peu certaines choses. Alors, une des questions que j'ai, puis je vais laisser ceci ici pour que vous puissiez le voir. Mais une des questions, c'est: je suis en attente d'un diagnostic pour ma fille. Elle est déjà diagnostiquée avec le TDAH. Est-ce que je peux demander un PIU 100%, 1000 fois, 1 million de fois? Oui. Demain, prenez l'appel, appelez et dire: alors, ma fille a un TDAH, je suis en attente pour le diagnostic d'autisme. Et puis même, on peut commencer à insérer au PUI des stratégies qui vont être tout aussi bien pour son TDAH que pour l'autisme. Parce que vous savez, le monde de l'autisme, c'est fantastique. Moi, j'en mange. Non seulement je suis autiste, mais ça me fascine. Les stratégies qui sont disponibles pour appuyer nos élèves ou nos enfants qui ont de l'autisme fonctionnent pour tous les élèves en salle de classe, alors que le contraire n'est pas vrai. Alors, si j'ai d'autres anomalies, les stratégies utilisées pour les autres élèves ne vont peut-être pas fonctionner pour l'enfant autiste, mais les stratégies en place
sont vraiment faciles à implanter au sein d'une salle de classe. Alors, je vous encourage demain, envoyer un petit courriel, faire un petit appel, dire: j'ai été en ligne hier soir, Anne Gingras m'a dit, je peux demander et j'ai le droit de demander pour un PEI, ça m'intéresse, qu'est-ce que je fais? Et puis, le processus va être entamé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et j'ai parlé presque 1 heure sans arrêter. Merci de m'avoir écouté. Alors, je regarde avec Mélanie qui me dit, je vous ai dit ceci, que les ressources sont disponibles sur la plateforme et vous pouvez les imprimer. Alors, s'il y a d'autres questions, vous pouvez les envoyer à l'endroit qu'elle a indiqué. Sinon, je vais lui repasser la plateforme. Donc, merci beaucoup, Anne. Il n'y avait pas autre question. Ou il y en a peut-être une qui vient juste de rentrer. Oui, OK, j'en ai une. Moi, te la lire, Anne. Quel recours avons-nous en tant que parents lorsque le PEI est très vague? Dans notre situation, le conseil impose les adaptations par un drop-down et l'école est limitée dans les options pour mettre en place les ajustements que nous avons demandés. Nous avons une très bonne relation avec l'enseignante de notre enfant, mais comment pouvons-nous assurer que les améliorations sont capturées entre les années? C'est vraiment intéressant de voir que chaque conseil scolaire a maintenant, quand on fait un PEI, il y a beaucoup de déclics, clic, 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 clic. Puis il y a des possibilités que des fois, on veut inscrire au PEI, puis on ne peut pas faire parce que ce n'est pas une option ouverte. Alors moi, ce que je faisais toujours, c'est que je demandais à ma direction si on pouvait avoir une feuille séparée qu'on mettait quand même au PEI et puis qu'on faisait un genre d'annexe et puis qu'on disait voir annexe 1 et puis là, on allait voir exactement en détail comment on pouvait comme rentrer la stratégie et puis comment on était pour le noter. Puis on faisait la même chose. On mettait qu'est-ce que c'était, comment on était pour procéder, puis comment on était pour l'évaluer. Et puis on ajoutait ça au PEI à la fin. Et puis on travaillait toujours, on envoyait, euh, euh, excuse, j'ai vu quelque chose apparaître. Mélanie m'envoie des notes pendant que je présente et tout d'un coup, pouf! Alors, c'est ça. Des fois, on voulait ajouter des choses, puis on ne pouvait pas le faire, mais avec les personnes ressources du conseil, c'est toute une affaire technologique aussi. On demandait est-ce qu'on peut faire ajouter ceci et cela à des possibilités. Bien, en attendant, je vous recommande, et ça s'est déjà fait, du moins dans mon conseil scolaire, qu'on ait des annexes qu'on annexait au PEI et c'était broché et puis ça suivait quand même l'élève. Tout aussi efficace. Excellent. Donc, merci, Anne. Ça, c'était la dernière question. Je viens juste de changer la diapositive à la dernière diapo que tu avais, Anne. Donc, si vous voulez avoir le courriel à Anne, il est en ligne comme c'est là, annegingrasprofessionnel@gmail.com. Puis si vous avez besoin de son adresse à un point puis vous ne l'avez pas, vous pouvez définitivement communiquer avec moi puis je peux vous l'envoyer pour partager son information avec elle. Je vais juste regarder une dernière fois et puis nous avons eu un merci pour la réponse et merci pour une très belle présentation, Anne. Ben, ça m'a fait un grand plaisir. Oui. Excellent. Donc, merci tout le monde pour avoir venu ce soir. Merci encore, Anne, pour avoir fait une présentation fantastique. J'adore t'avoir sur nos présentations parce que les informations sont toujours bien données aux familles. Puis, c'est très spécifique puis important pour nos familles. Donc, la dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que une fois que vous fermez votre écran, vous allez avoir un sondage de rétroaction. Si vous pouvez, s'il vous plaît, remplir le sondage, nous pouvons vous pouvez répondre aux questions et ensuite nous allons savoir comment nous pouvons vous aider dans le futur. Il y a des questions de quelle sorte de thème est-ce que vous aimeriez, des suggestions, des choses comme ça. Donc, s'il vous plaît,
remplir le sondage et ça serait grandement apprécié. Donc, encore une fois, merci Anne. Et puis, je vous remercie d'avoir venu ce soir et on se revoit dans le futur. Merci tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde.